L'économie béninoise, 65 ans de défis, d'espoir et de progrès, c'est le thème de ce soir. J'ai Sophonie Koboudé, qui est d'ailleurs l'invité économiste et actuellement directeur recherche à Interglobe Conseil basé à Paris. Paris, vous intervenez. Bonsoir à vous, J'ai Sophonie Koboudé. Bonsoir, chère Angèle, et bonsoir aux téléspectateurs. Est-ce que vous avez retrouvé la pleine forme? Absolument. Je suis Un en pleine plaisir. forme. On va y aller. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes toujours dans la fièvre de l'indépendance. C'est l'occasion pour les médias de faire le tour d'horizon. L'angle ce soir, c'est l'économie béninoise ces 65 dernières années. Et pour commencer, si nous devions, Jet Sophonie Koboudé, si nous devrions peindre la grande fresque de l'économie béninoise depuis l'indépendance, quelles en seraient peut-être selon vous les grandes périodes, les couleurs, les grandes couleurs si vous préférez? Merci beaucoup pour cette question qui nous oblige à prendre de la hauteur. Euh, je vois, si vous voulez, quatre grandes périodes dans la fresque économique du Bénin depuis l'indépendance. La première période qui part de 1960 jusqu'à 1972, qui est la période des tâtonnements post-coloniaux. En réalité, l'indépendance politique est acquise, mais la structure économique reste quasi inchangée. C'est-à-dire qu'on avait une économie de comptoir extravertie et qui reposait sur quelques produits agricoles comme l'huile de palme, le coton, etc. Et on était très dépendant aussi de l'aide de l'ancienne métropole, la France. Et cette période est aussi surtout marquée par une instabilité politique chronique. Rappelez-vous, en 12 ans, il y avait eu une dizaine de coups d'État. Bien sûr. Ce qui a empêché toute vision économique à long terme. La croissance était faible aussi et l'État était embryonnaire. Bon, voilà la première période, donc que j'appelle la période des tâtonnements post-coloniaux. Oui. Il y a maintenant la deuxième période que j'appelle la période de la rupture idéologique, qui va de 1972 jusqu'à 90. Oui. Et là, c'est une rupture brutale, radicale. On a le gouvernement militaire révolutionnaire qui a opté pour le marxisme-léninisme. Et l'un était à la souveraineté économique par le contrôle total de l'État. Donc, vous vous rappelez, c'est la vague des nationalisations. Bien sûr. Banque, industrie, commerce. L'État devient l'unique investisseur, l'unique employeur, l'unique stratège. Puisqu'on devait compter sur Et nous-mêmes. le résultat, eh bien voilà. Mais le résultat, nous le connaissons. C'est une décennie de croissance quasi nulle dans les années 80 et l'effondrement de l'appareil de production qui s'est accompagné d'une faillite retentissante de l'État à la fin des années 80 et qui était incapable de payer ses fonctionnaires. C'est-à-dire qu'à la veille de la conférence nationale, il y avait jusqu'à 7, 8, 9 mois d'impayés pour les fonctionnaires. Oui, C'est-à-dire que l'histoire, l'État on était à connaît terre. un problème de gestion qui nous a conduit en 90. Absolument. Et donc, ce qui nous amène à la troisième période, que j'appelle la période du réajustement douloureux. Ça va de 1990 jusqu'à 2016. Et là, c'est la thérapie de choc, quoi. Via les programmes d'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale. Donc, on privatise ce qu'on avait nationalisé, on libéralise, on ouvre les frontières. Et effectivement, l'économie a renoué avec une croissance, souvent autour de 4-5% en moyenne annuelle. Mais cette croissance n'a pas vraiment transformé la structure de l'économie. Et puis, on a la dernière période qui a commencé depuis 2016, et pour moi, qui est la période du volontarisme étatique.
C'est-à-dire, c'est une rupture avec la période précédente, en ceci que l'État revient dans le jeu. Donc l'État n'est plus en retrait, mais il devient un acteur central, mais avec un rôle un peu différent. Pas comme au temps du marxisme-léninisme. C'est un État promoteur. Donc cette période, c'est l'aide du Bénin révélée, n'est-ce pas, avec le programme d'action du gouvernement, qui présente quelques réussites. Vous avez mentionné tout à l'heure la rupture majeure de 72 avec l'arrivée du gouvernement militaire, donc de la révolution. Cette période marxiste-léniniste, avec ses nationalisations, vous avez su le dire, s'est soldée par un échec économique. Mais au-delà, Jet Sophonie Koboudé, au-delà de cet échec, quel héritage, quel héritage structurel peut-être, et également psychologique cette expérience a-t-elle laissé sur l'ADN de l'économie béninoise? C'est une excellente question, parce que l'héritage est bien plus profond que les seuls chiffres de la faillite de 89. L'expérience marxiste a laissé des cicatrices structurelles et psychologiques qui, je l'affirme, pèsent encore lourdement aujourd'hui. Structurellement, cette période a fait deux choses dévastatrices. Premièrement, elle a décapité le secteur privé naissant. Parce qu'en nationalisant tout, elle a annihilé la culture d'entreprise et le goût du risque pour des décennies. L'entrepreneur est devenu l'ennemi, et même le régime militaire avait bon goût de désigner l'entrepreneur comme l'ennemi, n'est-ce pas? Puisqu'il était désigné par le terme capitaliste, et comme tel, il est vu comme quelqu'un qui exploite les travailleurs. N'oubliez pas la rhétorique marxiste de l'époque. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette période a installé l'idée d'un État patron, omnipotent. C'est-à-dire que pendant près de 20 ans, la seule ambition pour un jeune diplômé au Bénin était d'entrer dans la fonction publique. Donc cela a créé une culture de la rente administrative plutôt qu'une culture de la création de richesses. Nous payons encore aujourd'hui cet héritage. Et psychologiquement, l'impact est encore plus insidieux. Parce que, d'abord, il y a une méfiance tenace vis-à-vis de l'entreprise privée du profit. Vous savez, le profit, ce gros mot, cette notion basse qu'il faut liquider, n'est-ce pas? Et donc, il y a une méfiance tenace vis-à-vis de l'entreprise et du profit, perçue par une partie de la population comme de l'exploitation, un reliquat de la rhétorique de l'époque, évidemment. Et le problème, c'est que ça complique le dialogue social avec les syndicats. Et l'autre point qui me paraît important sur le plan psychologique, c'est que notre rapport à l'État est devenu complètement paradoxal. On attend tout de lui, emploi, subvention, sécurité, mais en même temps, on s'en méfie profondément. Car il a prouvé son inefficacité et sa capacité à broyer les individus. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation d'un État-providence fantasmé et d'un prédateur redouté. D'accord. Alors, après 72, dont nous venons de parler du bilan économique, en tout cas de ses impacts sur l'ADN de l'économie béninoise, il y a l'ère du renouveau démocratique qui a pris corps en 90. Alors, avec le recul, Jet Sophonie Koboudé, avec plus de 30 ans, cette transition, quel bilan en dressez-vous? C'est un bilan en clair-obscur, quoi. Et le clair, enfin, le positif, c'est que cette transition a sauvé l'État béninois de l'asphyxie, dans laquelle était notre pays. Il faut le dire. Et le retour à une forme de liberté économique a permis d'ouvrir les grands équilibres macroéconomiques. On a vu des espaces de liberté économique s'ouvrir
Et cela a permis à une classe de commerçants, de petits entrepreneurs de voir le jour. Mais il y a l'obscur, le négatif, qui est bien plus lourd. Parce que je ne crois pas que cette transition ait véritablement libéré les énergies productives. Ce que je veux dire par là, c'est que avec le Nigeria à côté, on s'est borné. On s'est borné à devenir comment dire, un État entrepôt. C'est-à-dire que nos routes sont devenues des corridors de transit. Quoi, hein. Voilà, donc le positif dans la transition à partir de 90, c'est qu'on a retrouvé une forme d'équilibre dans notre macroéconomie. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire qu'on n'a pas traité les maladies chroniques que sont la faible diversification et la faible transformation de notre économie. Et depuis 2016, le Bénin est entré justement dans les réformes avec un programme d'action du gouvernement. On parle de la modernisation du port, vous parlez de transformation et on parle de la GDIZ, du tourisme, etc. Vous, en tant qu'économiste, s'agit-il réellement de la transformation structurelle attendue ou d'une croissance tirée par l'investissement public? Ben, il est vrai que depuis 2016, le Bénin connaît une accélération, une certaine accélération de son développement. C'est indiscutable. Donc, on parle de réformes volontaristes, de grands projets. Donc, vous avez cité la modernisation du port, la création de la zone économique spéciale de Glodic Bay, etc., etc. Bon. La question qui se pose est de savoir, effectivement, cette dynamique récente s'apparente à une transformation structurelle profonde de l'économie, ou plutôt une croissance conjoncturelle tirée par l'investissement. La dynamique est indéniable et sa nature est claire. C'est une croissance tirée par l'investissement public. Et donc la question sera donc de savoir si le relais pourra être pris par le secteur privé domestique une fois les grands travaux terminés. Dit autrement, est-ce que la GDIZ aura-t-elle un effet d'entraînement sur l'ensemble du tissu industriel national, c'est-à-dire sous-traitance locale, développement de PME connexes, ou restera-t-elle une enclave dépendant des investisseurs étrangers? Donc, la pérennité de la transformation structurelle dépendra de la réponse. Et aussi, l'autre question qui me paraît fondamentale, c'est dans quelle mesure ce modèle bénéficie-t-il à la population moyenne, notamment aux jeunes en quête d'emploi et aux ménages en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, le Bénin fait face à un défi majeur de chômage et de sous-emploi des jeunes. Le taux de sous-emploi des jeunes a atteint 64-65% selon les estimations récentes. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup qui acceptent des boulots en deçà de leur qualification, faute de mieux. Donc, si vous voulez, le pari du gouvernement est donc une course contre la montre. Il faut que les retombées de ces investissements massifs irriguent l'ensemble de l'économie et touchent les citoyens ordinaires, avant que le coût social de ces réformes ne devienne politiquement et socialement intenable. Donc, les défis restent à relever. Il y a 3 défis très importants qu'on doit relever. C'est le défi du capital humain. Pour moi, c'est le levier absolu. Je ne parle pas seulement de la scolarisation, hein. Je parle d'une révolution de la formation professionnelle, technique, agricole. Parce que nos ambitions industrielles à Glodic Bay seront un mirage si nous n'avons pas les soudeurs qualifiés, les techniciens de maintenance, les ingénieurs textiles, etc., etc. Donc, il y a une adéquation massive à trouver. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est la sophistication de notre économie. C'est-à-dire que cela veut dire monter en gamme, quoi. Donc, ne plus seulement transformer le coton, mais développer toute une industrie de la mode. Ne plus simplement transformer la noix d'acajou,
mais créer des marques de produits finis exportables, etc., etc. OK? Et puis le troisième point, c'est le point des infrastructures et de la gouvernance économique. Il faut choisir un cap clair. Si on veut miser sur la liberté économique, on fait converger toutes les réformes sur la liberté dans cette direction-là. Et pas faire du yo-yo, quoi. Et en actionnant ces leviers-là, au 75e ou au 100e anniversaire de l'indépendance du Bénin, vous rêvez de quel type d'économie pour votre pays, Jetsofoni Goboudé? Ben, le piège, il y a un piège fatal à éviter. Ce serait de tomber dans le mirage de l'émergence par les grands projets. Croire que quelques zones économiques spéciales et des contrats avec de grands groupes internationaux suffiront à développer le pays. C'est-à-dire que l'échec serait de construire de magnifiques infrastructures sans avoir un tissu dense de PME béninoises qui sont innovantes et compétitives, capables de s'y brancher pour créer de la richesse et des emplois. Donc, si vous voulez, le véritable moteur de l'émergence du Bénin de demain, ce ne sera pas l'État. Ça sera une armée d'entrepreneurs béninois que nous devons faire grandir. Et c'est là que se jouera le destin économique de notre pays. On fera grandir, selon vous, par quels moyens? Pas au simple. Vous savez, il y a une anecdote que des autres voient Louis XVI au palais et ils sont venus et le roi leur a dit en quoi je peux vous aider. Et le représentant des entrepreneurs a pris la parole et a dit à Louis XVI, surtout, oubliez-nous. C'est ce qu'il faut faire. Oublions les entrepreneurs. Baissons les impôts sur les sociétés. Pourquoi pas envisageons même la suppression de l'impôt sur les sociétés. Et puis laissons l'entrepreneur vivre, grandir et faire du profit. Parce que la croissance économique ne vient que d'un seul personnage. Il s'appelle l'entrepreneur. Qu'il paye pour que l'économie justement prospère, Jetsofoni Goboudé, si on supprime tout tel que vous proposez. Non mais encore que, avant qu'il ne paye, il faut qu'il en gagne. Oui, ils en gagnent. Allez, merci à vous. Nous allons conclure. Je vous donne quelques minutes. Jetsofoni Goboudé. Je pense qu'on a fait un tour d'horizon rapide sur les 65 ans de notre pays. Nous sommes modernisés, évidemment, mais il y a encore quelques constantes, quelques maladies chroniques que nous devons régler. La faible diversification de notre économie, les déficits jumeaux que nous empilons, c'est-à-dire les déficits de la balance de paiement et le déficit budgétaire. Donc, nous avons encore quelques maladies chroniques à régler, quoi. Mais je suis très optimiste. Comme la plupart des Béninois. Merci à vous, Jetsofoni Goboudé, économiste. Actuellement, vous êtes le directeur recherche au niveau de Interglobe Conseil à Paris. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Pour ce soir, c'est tout. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour ceux-là qui nous ont pris au vol, ce programme est disponible ainsi que toutes nos autres productions sur nos plateformes numériques. Notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre application Télé Bénin que vous pouvez aussi télécharger. Allez, dans quelques instants, mes invités vont me rejoindre pour le débat de ce soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Télé avec vous. Pour vous.